Pourquoi e-logistique et relations clients? Il y a un chiffre qui illustre assez bien la relation entre les deux. C'est entre 30 et 60% des appels qui arrivent au service de relations clients se concentrent sur les problématiques de livraison. Généralement, une question, la fameuse WISMO, Where is my order? Donc ça illustre assez bien l'importance de cette thématique, enfin, les liaisons entre les deux. Et puis un autre chiffre, 88% des clients sont influencés par la qualité de la relation client pour acheter ou réacheter. Donc les deux sont vraiment intimement liés. Et du coup, les réponses qui vont pouvoir être apportées par le service client à cette occasion-là sont extrêmement importantes. Donc pour débattre et échanger sur toutes ces questions, nous avons un très beau plateau aujourd'hui avec Thérèse Duhameau de Mano Mano, Camille Ouaidi de Decathlon et Frédéric Godefroy de Sereneo, que je vous invite à applaudir. Je les invite à me rejoindre sur scène et on va pouvoir commencer. Installez-vous. Merci tout d'abord de votre présence. Peut-être pour commencer, on va faire un rapide tour de table, si vous pouvez vous présenter en quelques mots votre activité, vos problématiques. Bonjour tout le monde, je suis Thérèse Diamant, je suis chez Mano Mano, responsable service client. J'ai 45 personnes dans l'équipe, c'est une équipe internationale. Mano Mano, c'est une place de marché, pour ceux qui ne le connaissent pas peut-être, place de marché spécialisée dans le bricolage et le jardinage. On a une start-up en phase de hyper-croissance, donc là je pense que j'ai expliqué un peu tous les enjeux de service client. Bonjour à tous, Camille Ouaidi. Moi, je travaille chez Decathlon. Je pense que je n'ai pas trop besoin de présenter l'enseigne. Je suis responsable de la proactivité client. Donc, nos deux enjeux, c'est faire en sorte que nos contacts sur le e-commerce diminuent le plus possible et travailler l'omnicanalité avec nos magasins. Bonjour, je suis Frédéric Godefroy, président fondateur de Sereneo, un éditeur de logiciels qui s'occupe de relations clients exclusivement, qui s'intéresse essentiellement à la digitalisation du parcours client et à son automatisation, sa robotisation pour l'efficacité et la qualité de la relation client. Okay, merci pour ces premiers éléments. Et donc Decathlon, qui a été enseigne préférée des Français depuis hier, bravo. Qui est passé devant Amazon, qui a rétrogradé du coup de 4 places, ce qui est plutôt pas mal. Donc ouais, on a quelques clients qui sont devant Amazon maintenant, on en est assez fiers. Service client, c'est vraiment un élément clé dans la relation, évidemment. C'est aussi le thermomètre de l'entreprise. Enfin, quand ça se passe mal, c'est le service client qui est en première ligne et qui le sent tout de suite venir. Quelle est la finesse des mesures que vous faites au service client sur les causes, sur les humeurs, enfin, comment est-ce que c'est un thermomètre juste avec le nombre d'appels ou plusieurs, ou est-ce que c'est beaucoup plus fin que ça, où vous mesurez beaucoup plus de choses? On mesure évidemment le nombre de contacts entrants. On mesure la typologie des contacts. C'est assez fin, ces mesures. On fait la distinction entre les contacts qui sont soi-disant générés par nous et les contacts qui sont générés par le marchand, puisque en tant que place de marché, on monitore l'activité marchand et la qualité marchand. Donc, il y a cette distinction assez claire qu'on suit toujours, les contacts générés par le marchand et les contacts générés par nous. De notre côté, effectivement, le nombre de contacts sur tous les canaux, la qualification des motifs de contact, la satisfaction des sportifs, qui est hyper importante, le taux d'appel sortant aussi, et le taux de contact donc, lié au e-commerce, ainsi que le taux de contact lié à nos magasins. Parce qu'on a beaucoup de magasins qui nous appellent parce qu'on devient un peu un support pour toutes les questions liées au e-commerce et on veut travailler sur ce sujet. Nous, bien sûr, on ne pilote pas nos indicateurs de la même façon parce qu'on n'est pas commerçant. Par contre, on s'intéresse aux indicateurs aussi parce qu'on peut délivrer des indicateurs qui sont mesurés au travers des parcours clients. Donc, on voit ce que nos clients mesurent. Il y a aussi évidemment la durée de contact qui est vachement importante. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est un indicateur qui permet de comprendre ce qui se passe dans la durée moyenne de contact. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde toujours l'extérieur. Nous nous intéressons à l'intérieur aussi par ce qu'on appelle la durée utile de contact, la DUC.
c'est-à-dire de distinguer de manière subjective ce qui était intéressant pour le client dans le contact et ce qui l'a passablement ennuyé. Et cette mesure, elle permet de prendre des actions derrière pour optimiser la relation client. Alors, j'ai cité un chiffre tout à l'heure de 30 à 60% des appels qui concernent les problématiques de livraison. Chez vous, ça représente quel pourcentage? Chez Decathlon, par exemple? Chez Decathlon, c'est à peu près 80% de nos contacts liés au e-commerce. Donc sur les grandes questions sur la commande, ça peut aller de je veux modifier ma commande, je veux l'annuler. Donc c'est 80% et 20% sur les retours clients. D'accord. Et sur la question simple Weezmo, ça représente une part importante ou c'est La première, c'est je souhaite modifier ou annuler ma commande. Okay. Ça, c'est le top 1, entre guillemets. La deuxième, c'est où est ma commande, effectivement. Et troisième, retour. Ok. Et c'est 7% de nos contacts e-commerce. Ouais, pas neutre. Et chez Mano Mano? Sur les contacts avant-vente, puisque à peu près la moitié de nos contacts, sur les contacts après-vente, puisque la moitié, c'est du avant-vente. C'est à peu près 35% qui concerne une question sur la livraison. Donc après, ça peut être plus large, donc ça peut être l'origine peut être la rupture de stock ou un retard d'expédition de la part de marchands. Mais ensuite, à peu près 15% sur la partie après-vente qui concerne vraiment la partie livraison, donc à partir du moment où le colis est expédié jusqu'au moment de la livraison. Donc suivi colis dans le sens strict du terme. Alors, effectivement, chez Mano Mano, vous avez une particularité, c'est que vous êtes Oui. place de marché, donc il y a un vendeur également qui intervient. Comment vous procédez quelle est votre stratégie? Vous êtes plutôt, je crois, en frontal vis-à-vis des clients? Oui, notre stratégie, c'est complètement de rester au frontal par rapport au contact, donc maîtriser le plus possible la partie livraison. Donc, vu que tout est géré par le marchand, donc à partir du moment où la commande est validée, donc côté prévention de la fraude, encaissement de paiement, etc., la commande va être envoyée chez le marchand et ensuite c'est le marchand qui va s'occuper de la préparation, expédition et la livraison de la commande, ainsi que la partie après-vente. Donc, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir d'abord la visibilité sur la logistique pour pouvoir enseigner le client, pour pouvoir être l'interlocuteur principal du client sur la partie livraison. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de s'interfacer avec Welcome Truck pour suivre la partie livraison d'une façon autonome. D'accord. En termes d'organisation, ces questions, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est toujours à cheval entre la relation client et la logistique. Nous, on a beaucoup de questions de e-marchands sur ce point-là, sur comment s'organiser. On assiste assez régulièrement à des balanciers, c'est chez la logistique, puis ça revient chez le service client, puis après c'est au milieu. Et chez vous, vous êtes organisé comment? Alors, vous, c'est un peu particulier parce que vous êtes du coup que relation client, il n'y a pas de service logistique, quoi que si, ça commence On commence la logistique, donc notre but c'est de faire des contrats avec les transporteurs, déjà pour regrouper les volumes et négocier les tarifs, et aussi pour une meilleure expérience client, donc pour plus de visibilité et plus d'autonomie de la part de notre service client. Et donc ces questions-là sont traitées, j'imagine aujourd'hui, par la relation client. Est-ce qu'il y aura un glissement vers la logistique ou c'est pas encore tout à fait... La stratégie long terme, c'est bien ça. C'est qu'on contractualise avec les transporteurs et qu'on prenne de plus en plus d'autonomie sur la partie logistique. Mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est plutôt côté marchand. Okay. Donc, en cas de contact entrant, il y a très souvent un contact sortant vers le marchand. D'accord. Et chez Decathlon, du coup, c'est plutôt ces questions-là, elles sont plutôt traitées par service client complètement, par la logistique, par des échanges entre les deux. Aujourd'hui, c'est traité par le service client. Par contre, on a mis les opérations logistiques et transport au cœur du centre de relations clients pour pouvoir avoir un thermomètre quotidien. Donc, on a le service client, les opérations et l'équipe proactivité au même endroit. Demain, on testera la relation client en entrepôt. Donc, l'entrepôt qui est maître de ses contacts par rapport à l'expédition. Et on va tester aussi également des îlots de relations clients en magasin sur la partie e-commerce.
D'accord, donc chacun sera autonome sur, C'est la cible, ouais. sur la partie qui connaît mieux, être au plus proche du... C'est ça. Le contact au plus proche de l'activité, c'est l'objectif. D'accord. Donc ça, c'est pour la remontée d'informations vers le client quand il pose une question. Les deux. Et le push aussi. Et le push. Ouais. Et pour prendre en compte les problématiques, enfin, en quoi le service client aujourd'hui influe sur les choix qui sont faits en termes de logistique? Est-ce que vous donnez des pistes de réflexion à la logistique pour peut-être changer les modes de transport, les adapter, changer les messages Alors oui, aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont fournis par le service client qui nous permettent d'avoir des thermomètres sur nos transporteurs. Typiquement, là, à Noël, on avait un transporteur qui ne satisfaisait pas nos clients sur une partie de la livraison. Et on a coupé le transporteur puisque la satisfaction était pas bonne, alors que, voilà, en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, on pouvait apporter un peu plus. Mais oui, le centre de relations clients est un acteur majeur dans la décision des transporteurs et de la logistique. Okay. Chez ManoMano, vous avez une influence également sur vos vendeurs pour le choix des transporteurs? Vous allez jusque-là, jusqu'à préconiser Indirectement, oui. Mais c'est plutôt au niveau d'une recommandation. Donc, on leur donne évidemment des retours, donc des chiffres, quelquefois carrément des retours clients. Des verbatims, oui, donc des exemples sur la qualité de la livraison, si on a des réclamations. Mais c'est uniquement au niveau de recommandations pour l'instant. Okay. Tu constates des organisations particulières à ton niveau, chez Sereneo, enfin chez tes clients oui. Qui gèrent plutôt ces questions? Des organisations particulières, en fait les deux. On rencontre, ça dépend un petit peu de la stratégie, de la philosophie qu'on a par rapport à tout ça. Mais ce que je constate plutôt en général, c'est qu'il y a quand même une partition des responsabilités qui est assez logique entre la logistique qui est porteuse du process, de l'activité, qui va donc être aussi responsable des données. Les données qui sont la clé en toute relation client pour être informé, pouvoir prendre des décisions pertinentes, prendre des actions pertinentes. Après, ce qui reste évidemment de l'apanage de la relation client normalement, et c'est toujours le cas, c'est que eux, ils sont porteurs du parcours dans l'ensemble. Et ils sont responsables vis-à-vis de la direction générale de l'harmonie qu'il y a entre la logistique et le reste du parcours client. Après, la frontière est effectivement un peu poreuse, donc on va avoir les deux. J'ai pas de tendance qui ressort. Je reviens juste sur les chiffres. Par contre, effectivement, on est bien sur une étendue aussi large que tu as cité. Nous, on constate entre 30 et 75% de contacts sur ce qui est problématique Wismo, ce qui est énorme, 75%, mais c'est des activités un peu particulières. Mais la moyenne est à 35, et exactement comme ManoMano le citait tout à l'heure, parce qu'on le voit dans nos chiffres. Et donc ça démontre l'importance cruciale du sujet de transport dans la perception de l'image de la marque au global. C'est effectivement un sujet capital. En termes d'organisation de service client encore, est-ce que vous êtes plutôt internalisé, externalisé, un mix des deux? Enfin, est-ce qu'il y a une vraie volonté de rester internalisé pour maîtriser complètement les messages et la culture, ou est-ce qu'il y a une partie qui peut être externalisée? La question s'adresse aux deux. Thérèse. Donc c'est un service client complètement géré en interne et on n'a pas l'intention de l'externaliser. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de garder le service client au cœur de l'entreprise pour favoriser l'expérience client, pour favoriser les échanges entre les équipes. On a remarqué, on a des statistiques assez claires sur le fait que si le client est content, s'il a contacté le service client, il revient beaucoup plus facilement à acheter sur notre site. Pour l'instant, la majorité de notre trafic, c'est du trafic acheté, donc c'est de l'acquisition payante. Et ben, notre stratégie, évidemment, c'est d'avancer vers une acquisition naturelle, donc favoriser le réachat. Et le service client a quand même un rôle clé dans cette stratégie. Donc vous déployez également au niveau européen, ça veut dire que vous êtes capable sur votre service client de gérer toutes les langues de vos clients? Oui, c'est un service client international. Donc, ManoMano est présent sur 5 pays.
France, Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne. Et donc, on recrute des personnes au service client en interne qui sont natives sur ces langues, oui. Okay. Et vous arrivez du coup à gérer, enfin, à faire face complètement. Au pic de trafic Complètement. Du côté Decathlon, interne, externe, un mix? Alors nous, on est un service en interne et on a une volonté forte de rester internalisé. Pourquoi? Parce qu'on veut que des sportifs parlent à des sportifs. Nos conseillers sont tous pratiquants de sport. Pour la plupart, ils ont une expérience magasin, donc ils ont une connaissance des produits. Ils sont experts d'un sport, donc vous êtes runner et vous avez besoin de conseils sur une paire de chaussures. Vous allez avoir David, 25 ans, qui a travaillé en rayon et qui est régulièrement mis au courant de tout ce qui se passe sur les produits de son sport. Donc ça, c'est une forte volonté de garder ça. Après, nous, on gère que la France. C'est déjà énorme, Oui, parce que chaque pays a sa spécificité et du coup, on garde cette volonté de gérer en local la relation client. Ok. Il y a peut-être des témoignages dans la salle de e-commerçants ou d'enseignes qui pratiquent différemment, qui ont plutôt externalisé, et si oui, pourquoi? Non, il y a quelqu'un qui veut intervenir sur le sujet? Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on voit des services externalisés sur 2 niveaux. Un premier niveau qui est de la question simple. Je vais repartir sur le principe de où est mon colis, quand est-ce que je le reçois, est-ce que je peux changer ma commande. Et puis le niveau 2 qui est souvent réinternalisé. J'entends tous les deux, malgré la problématique de langue que vous avez avec vos 5 pays, ou malgré la problématique de dire je ne veux avoir que des collaborateurs sportifs, si je comprends bien. Aujourd'hui, ce n'est pas une réflexion que vous avez menée de se dire pour optimiser mon budget, pour optimiser ma relation client, pour pouvoir aussi me recentrer sur mon cœur de métier qui est de faire du commerce et de vraiment traiter les vraies problématiques de mes clients. Ce n'est pas des sujets sur lesquels vous avez travaillé? Aujourd'hui, pas encore. Effectivement, cette notion de 2 niveaux, on la constate depuis quelques années. Et puis, en termes de métier, le conseiller est frustré de parfois répondre à des basiques sur de la commande plutôt que conseiller, accompagner dans la vente, effectivement. Par contre, en omnicanalité, pour l'instant, on n'a pas les outils qui nous permettent d'externaliser cette partie-là. Parce que l'omnicanal, ça a aussi un avantage, c'est que ça permet aussi de trouver énormément de solutions avec notre réseau de magasins, d'entrepôts dans la France. Donc, on est en réflexion. Maintenant, on est plutôt côté non que côté oui. Au-delà de l'expérience client, qui est encore une fois la stratégie la plus importante de Mano Mano aujourd'hui, ce n'est pas encore rentable pour nous d'externaliser. Donc pour l'instant, on n'a pas posé la question, tout simplement parce qu'on est encore en phase d'hypercroissance. Donc on fait x3 chaque année. Nos prévisions de vente ne sont pas encore complètement fiables. On a une place de marché, donc il y a trop de facteurs qui jouent dedans. Nos procédures ne sont pas encore complètement fixées, documentées. Donc on est vraiment encore dans une phase de structuration qui ne rend tout simplement pas l'externalisation rentable. Donc ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, c'est qu'on a une très bonne retour d'expérience de la part des équipes en interne d'avoir cette relation très, très proche avec le service client. Donc, je fais très attention de garder l'équipe dans le centre de l'entreprise. C'est aussi pour une question de motivation. On fait des présentations tout le temps, des team building. Je fais vraiment attention que les gens échangent avec les autres services et que tout le monde soit écouté et qu'on garde ce dynamisme d'une start-up malgré le fait qu'on est maintenant 200 personnes quand même, donc on n'est plus vraiment une petite start-up. Mais ma volonté, c'est vraiment garder cet aspect. Oui, j'ai étrangement un truc à dire là-dessus aussi. Ouais, effectivement, ce que je constate aussi au travers de l'expérience parcours client digital, c'est que pour faire quelque chose d'efficace en termes d'externalisation, il y a 2 enjeux qui sont toujours à l'esprit. Le premier, c'est évidemment le coût. C'est pas pour rien qu'on va externaliser. Et pour que ça soit possible, il faut effectivement que ce soit rentable, qu'on passe certains seuils. Et les seuils, on peut effectivement les abaisser lorsqu'on a du process qui est structuré, forcément, parce qu'on transmet mieux à l'extérieur. Mais la donnée clé, c'est quand plus généralement,
généralement qu'on soit capable de monter en puissance rapidement chez un tiers, c'est-à-dire que la formation ne soit pas complexe, qu'elle ne soit pas longue, et qu'on puisse facilement gérer le turnover inévitable dans les équipes externes, et surtout être capable aussi de rentrer des pics sans avoir besoin de les anticiper à 6 mois pour faire face à la phase de formation. Donc bon, là-dessus, évidemment, naturellement, on travaille sur ça au travers des parcours clients digitaux qui sont un moyen de faire en sorte que les personnes qui interviennent en relation client aient quasiment rien à savoir et soient pourtant efficaces. Mais il y a un deuxième mouvement qui est intéressant, qui est l'inverse, c'est de se dire on voudrait le garder en interne, justement, parce que en fait, le propos, il n'est pas financier, il est qualitatif. Et c'est vachement intéressant de ce point de vue-là, parce que souvent, du coup, on n'y va pas, alors qu'on aimerait bien y aller en interne, je veux dire, parce que c'est trop cher. Donc finalement, c'est le frein financier qui va empêcher de rester en interne. Et là aussi, faire en sorte d'agir sur des leviers qui vont permettre de baisser le coût en interne va rendre l'interne compétitif par rapport à l'externe. C'est ça qui est vachement intéressant aussi. Et ça peut se jouer, je le disais tout à l'heure, au travers des indicateurs de durée. Bon, si on arrive à faire en sorte que son traitement est divisé par 2 sur les cas les plus courants en termes de durée, on est compétitif par rapport à un externe qui va travailler à la durée standard et qui va juste faire le prix moitié. En fait, ça vaut plus la peine de sortir de ces murs. Donc voilà, c'est cette réflexion générale qu'on rencontre. Okay. En termes de satisfaction client, alors je ne parle pas là de satisfaction sur les réponses apportées à des questions précises, mais satisfaction globale des clients, comment est-ce que c'est mesuré chez vous? Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'il y a des enquêtes NPS qui partent tout le temps? Comment c'est fait? Quel type d'outils et sur quel périmètre? De notre côté, on mesure la satisfaction globale de nos sportifs, donc sur l'expérience magasin, l'expérience produit, l'expérience e-commerce. On n'a pas un indicateur encore précis sur la relation client. Par contre, on le mesure sur le chat où on a la satisfaction des échanges qui se sont faits en direct. D'accord. Chez Mano? Donc, dans l'entreprise, au global, on mesure le NPS. Donc, c'est pour tous les clients sur tous les pays. C'est une fois par mois, donc on envoie cette enquête de satisfaction depuis le mois d'août. Donc, on suit maintenant de très, très près cet indicateur. Le but que, à partir de trimestre Q2, toute la boîte soit objectivée sur le NPS. Donc, c'est très clairement pour impliquer tout le monde là-dedans, parce que bon, un informaticien peut dire, un développeur peut dire, j'ai rien à voir là-dedans, mais si, quand même. S'il rate quelque chose dans le code, on va avoir un bug et il y aura un impact sur la satisfaction client. Donc, c'est le NPS qui est vraiment dans le cœur de la stratégie. Et ensuite, évidemment, on mesure la satisfaction suite au contact. Donc, à la fin du chat, il y a une enquête de satisfaction qu'on suit aussi. Sur le NPS, on voit de temps en temps que en fonction des pays, les réponses sont différentes. On dit souvent que les Français sont un peu plus durs, notent moins souvent très haut dans les 9-10 NPS. Est-ce que vous avez une pondération par pays ou est-ce que vous avez constaté des différences de notation culturelle, si on peut dire, du NPS? Oui. Je dirais que c'est les Allemands qui sont les plus durs. Les Français sont plutôt dans le moyen. D'accord. Et les Italiens sont très sympas. Bon, c'est à noter. Ensuite, nous, vu qu'il y a la complexité de la place de marché, on sait aussi que ce n'est pas forcément les mêmes marchands qui vendent sur les différentes plateformes. Donc, on prend ça aussi en compte. Mais il y a clairement une différence culturelle. OK. J'ai une question sur la philosophie de service client que vous souhaitez mettre en place, en prenant 2 cas extrêmes, sur 2 questions. Est-ce que vous êtes plutôt sur des scripts extrêmement précis, sur des durées d'appel contrôlées, réduites au minimum, ou est-ce que vous êtes plutôt sur une approche à la Zappos où on peut demander n'importe quoi au service client, il n'y a jamais de script, les durées ne sont pas du tout prises en compte, l'important c'est la qualité de la relation avec le client. Donc, comment vous vous situez, même si je me doute un peu de la réponse, mais vous vous situez comment entre ces 2 approches extrêmes? On est clairement dans une phase de structuration. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un peu tout le monde gère l'appel comme il veut. Aussi, à cause du fait qu'on n'a pas le contrôle sur une grosse partie des requêtes.
Mais maintenant, notre objectif, c'est de structurer ça un peu plus. Je ne vais jamais donner des scripts aux conseillers parce que c'est quand même des profils un peu plus qualifiés. Je ne veux pas qu'ils se sentent démotivés. Donc, on n'est pas industrialisé en tant que service client. Donc, je vais toujours garder la liberté. Mais on est arrivé dans une phase où il faut un peu plus de structure. Donc là, on est en train de créer une vraie base de connaissances avec toutes les procédures documentées et mettre un peu plus de cadre justement pour favoriser l'efficacité. Ok. Chez Decathlon? Alors, pas de script. L'objectif, c'est que nos conseillers puissent dire oui à nos clients sportifs. Donc, en gros, notre job, c'est de leur donner toutes les cartes en main pour qu'ils puissent répondre et satisfaire nos clients. Donc, pas de script, pas de durée d'appel. S'il faut 15 appels pour trouver une solution, il faudra 15 appels. Et à nous de travailler ensuite pourquoi il en a fallu 15. Mais sur le moment, on ne se limite pas. D'accord. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur les process, mais pour terminer sur la philosophie service client, une seconde question. Le centre de relation client, c'est plutôt un centre de coût ou c'est plutôt le centre de l'entreprise chez vous? Centre d'entreprise. Même réponse. Oui. Tu constates quoi, toi, comme approche chez tes différents clients, ce que tu peux voir c'est quoi les tendances Est-ce qu'il y a des changements, des inversements de tendances sur ces questions-là? Oui, vraiment. Ouais. Ces dernières années, le client est revenu au centre de tous les discours d'entreprise. Il y a eu quelques mouvements quand même par des très grandes marques que tout le monde connaît qui ont eu un beau succès justement parce que leur relation client était exceptionnelle et ça a peut-être fait sonner une cloche quelque part et tout le monde se dit oui, il y a un sujet bien sûr. Donc oui, le centre de coût, c'est en train de devenir un vieux discours. Bon, par contre, c'est vrai aussi qu'il y a quand même toujours une forme de crainte autour de l'industrialisation et de la perte du côté humain. Ça, c'est clair. Et c'est inévitable d'industrialiser. C'est pas forcément inhumain de le faire, néanmoins. Et du coup, nous, ce qu'on constate, alors qu'on est fournisseur de solutions digitales, donc froides, technologiques qui font très très peur a priori, enfin l'informatique, c'est cette image. Notre approche, c'est justement d'intégrer l'humain tout au long de déploiement de solutions de parcours client digital. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la relation client digitale, c'est le complément de la relation client humaine. Ça vient l'assister plutôt que de la remplacer, ça vient la renforcer en réalité. Quand c'est pris comme ça, c'est le conseiller qui le demande en fait, parce que son boulot est beaucoup plus sympa à faire. Si on lui a éliminé toutes les tâches qui, comme tu disais tout à l'heure, sont parfaitement désagréables parce que c'est de la petite question répétitive avec un volet purement administratif à couvrir et peu de métiers au fond. Hein. Là, oui, le conseiller, il n'est pas dans son rôle et puis du coup, il y a un effort à fournir là-dessus. Nous, on voit ça, on voit cette volonté de faire disparaître ce qui ne crée pas de valeur, clairement, au travers de sa digitalisation et de sa robotisation le plus possible, pour laisser le champ libre en fait à l'expression humaine et à la relation. Ok. Sur les canaux de communication que vous utilisez, quels sont-ils ? J'imagine qu'évidemment il y a du téléphone, il y a du mail, il y a peut-être du chat. Vers quoi, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui ? Vers quoi vous allez ? Est-ce que vous sentez aussi des demandes clients particulières ou des tendances de fond sur ces questions-là ? Camille ? Alors donc oui, téléphone, mail, chat, Facebook, Twitter, courrier encore. Nos clients ne sont pas tous trentenaires. On constate vraiment un gros changement sur l'immédiateté et donc le chat qui explose depuis l'année dernière et du coup le téléphone qui reprend une part hyper importante par rapport au mail. D'accord. Donc une baisse du mail par rapport au téléphone. Une baisse du mail, ouais. Pour justement. C'est à peu près 80-20 téléphone et chat versus contact écrit, ouais. D'accord. Donc pour conserver cette réponse immédiate. C'est ça. Ok. Et chez Mano ? Depuis environ 1 an et demi, on a vraiment mis en avant le chat. On a réduit un peu la visibilité de numéro de téléphone sur le site. Donc on gère la majorité de nos contacts par chat. Il y a aussi les mails qui sont restés en cours et on a un peu d'appels. Aujourd'hui, on se rend compte que les clients préfèrent nous appeler, donc clairement. Donc là, il y a une stratégie de remise en avant de téléphone.
parallèlement au déploiement de chat où on souhaite améliorer l'outil et notamment avancer vers le bot. Comme Frédéric disait, donc à peu près, à cause des mêmes raisons, je suis complètement alignée. Ok. Alors, même si on a bien compris que chez vous, la relation client était importante et pas, l'idée c'était pas de la réduire à tout prix, mais j'imagine quand même que la réduction de taux de contact, c'est aussi une problématique chez vous. Qu'est-ce que vous mettez en place pour réduire ces taux de contact et aussi dans quel état d'esprit vous faites ça? Chez nous, qui dit taux de contact dit taux de contact marchand, donc sur toute la partie après-vente en tout cas. Donc qualité marchand. Donc on vient d'embaucher, donc renforcer l'équipe qualité marchand avec un senior, avec des représentants sur chaque pays. Donc c'est un des leviers qu'on souhaite exploiter au maximum, c'est de déjà avec la data, détecter quels sont les marchands qui posent problème. Ensuite, avec de l'accompagnement, de les aider à bien monter en compétence, à bien s'améliorer. Et quelquefois, quand il faut les sortir, on les sort aussi. Donc, taux de contact, c'est taux de contact marchand chez nous. Ensuite, donc vous travaillez vraiment sur la cause du contact. Sur la cause du contact. La cause du contact. Ensuite, il y a évidemment le self-service qu'on souhaite favoriser aussi. Mais il y a quand même un prérequis très important, c'est que le marchand nous transmet les bonnes informations concernant la livraison. Et si on a cette partie-là, c'est là où on peut intégrer sur notre site et effectivement mettre en avant pour le client sur le site. Et ensuite, il y a donc toute la partie logistique et nos projets logistiques d'internalisation de logistique et les entrepôts aussi. Nous, on a carrément une équipe qui a été créée pour justement travailler sur ces causes de contact-là. Donc, c'est une équipe de responsables promesses clients. Son job, c'est de détecter toutes les anomalies qu'il peut y avoir sur le parcours de la commande, les corriger et pousser l'info en proactif au client. Ça, c'est le premier point. Et après, elle a une partie un peu projet où elle va du coup travailler avec les partenaires, logistique, transport, etc. pour améliorer l'expérience au final. Donc, oui, baisser le taux de contact, c'est un fort enjeu chez nous et on s'est dimensionné pour. On va aller aussi vers des solutions automatiques pour rendre le client autonome. On est un peu plus frileux parce que effectivement, tu le disais, l'humain au cœur, c'est hyper important. Mais voilà. Okay. Et quel type d'informations vous poussez justement aux clients? Sur quelle situation il y a de la proactivité? Il y a de la proactivité sur une rupture de stock, sur un retard d'expédition, un retard de livraison, une avarie, etc. Et une proactivité aussi sur le retour. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la proactivité à un moment d'aller trop loin et de générer, pas forcément des problèmes parce que les problèmes existent, mais en tout cas générer la conscience du problème chez le client? Si on prend par exemple, informer un client d'un retard d'une journée, est-ce qu'à un moment donné ça ne peut pas être contre-productif? Est-ce que le client peut-être n'aurait pas vu ce retard, et puis ça serait passé comme ça. Et là, on met le doigt sur un problème. Du coup, on mesure nos contacts clients suite à nos campagnes d'emailing. Et le taux de recontact, finalement, il est de 4%. Donc, globalement, ils sont plutôt satisfaits de cette initiative-là, en tout cas. Ok. C'est effectivement ce qu'on constate. Moi, j'étais assez dubitatif quand nos clients ont commencé à faire de l'information sur des retards. Et effectivement, ça passe plutôt bien. Et ça donne plutôt une bonne image du e-commerçant, de transparence. Ça donne une bonne image. Et depuis qu'on le fait, notre taux de contact a été divisé par 3. Donc, il y a aussi un résultat sur les contacts entrants. Oui, non seulement ça fait une bonne image, mais en plus, ça fait des économies. Chez Mano, les situations sur lesquelles vous communiquez à vos clients? On n'est pas encore là au Décathlon. En fait, notre proactivité s'arrête pour l'instant aux alertes Welcome Track. Donc, on ne fait pas plus, mais on souhaite faire plus. On a quand même une condition très importante, c'est qu'on sache ce qui se passe. Donc aujourd'hui, si le marchand n'expédie pas la commande, on ne sait pas encore pourquoi il n'expédie pas. Peut-être peut-être que c'est une rupture de stock, peut-être que le produit sera de retour demain, peut-être que c'est dans 2 semaines. Donc pour l'instant, on incite le marchand d'être proactif.
donc pour toute la partie avant expédition et ensuite après l'expédition. Donc là, on peut s'interfacer avec le transporteur et donc mettre en place des alertes. Sur cette partie-là, on constate la même chose que Decathlon, qu'il y a très peu de retours. Donc, on a même en dessous de 4% de retours pour tout ce qui est incident de livraison, retard de livraison ou d'autres problèmes de transporteurs. Tu avais quelque chose à ajouter? Oui. Toujours un truc à dire. Vas-y alors. Non, mais c'est vrai qu'à force de voir différents cas clients, ça permet d'avoir un petit peu de spectre de situation, c'est intéressant. Et là, effectivement, en proactivité, bien sûr, il y a la data, c'est clair, parce qu'il faut un déclencheur, donc c'est évident que c'est un prérequis. Par contre, il y a une forme de proactivité qui n'est pas basée sur la data, mais sur le contact aussi, qui est intéressante. C'est-à-dire que on va avoir des informations internes qui vont déclencher des contacts sortants pour anticiper un contact entrant et l'éliminer, de préférence. À 4%, c'est vraiment un super succès. On va avoir aussi des contacts entrants qui pourraient susciter un deuxième contact entrant plus tard parce qu'on n'a pas anticipé sur la suite de la problématique. Et donc là, par le parcours, justement, par le parcours client, on va être capable, lorsque le client s'inquiète trop tôt, par exemple, il n'a pas été livré, mais en fait, c'est pas grave. Il est vraiment dans les conditions générales de vente, tout se passe bien. Eh bien, en fait, on va pouvoir couvrir dès le moment du premier contact la suite en ouvrant un dossier qui ne se referme pas au raccroché, dans lequel on va pouvoir faire le suivi sur les statuts de livraison et rester au plus près du client. Alors, on peut le faire déjà à la base, c'est-à-dire qu'on va quand même envoyer de la com sortante, quoi qu'il en soit, s'il y a un retard. Oui, sauf que, en fait, s'il y a une com sortante, il va quand même nous rappeler parce que peut-être qu'à ce moment-là, il va vouloir une réexpédition, une annulation, il va vouloir agir en fait, il veut une action derrière. Donc la com suffira peut-être pas, alors qu'on pourrait éliminer tout prochain contact si au premier contact on lui demande ce qu'il souhaite en cas de retard avéré finalement. Si c'est déjà inquiété, on sait que c'est un inquiet. Donc à la rigueur, il faut le rassurer tout de suite au premier coup. Donc c'est une proactivité par process cette fois qui est intéressante. Et justement, restons sur les process. Est-ce que vous avez travaillé, imaginé toutes les situations qui pourraient intervenir, enfin qui pourraient se passer pour justement mettre en place des réponses, des process précis ou est-ce que ça se construit un peu au fil de l'eau en fonction des situations qui sont rencontrées, pas à la tête du client, mais en tout cas en fonction de chaque situation propre? Ça se construit au fil de l'eau, la proactivité, ça s'apprend. Il y a 4 ans, quand on a commencé, on n'était pas à notre niveau là aujourd'hui. Moi, j'ai un exemple en tête. Au début, on poussait de l'info pour dire, voilà, votre commande a du retard. Désolé. Mais on s'arrêtait là et le taux de contact là, il était plutôt de recontact, il était plutôt de 60%. Donc premier point, on s'est dit ce serait bien de mettre une date. Donc ok, deuxième essai, désolé, votre commande a du retard et elle sera livrée le 6 février. Ça passait un peu mieux. Par contre, on s'inquiétait pas le 6 février de savoir si les commandes étaient livrées ou non. Ah bah mince, taux de recontact aussi de 40%. Donc voilà, ça se construit au fil de l'eau. Ce que tu disais, c'était très vrai sur effectivement, il peut y avoir dès un contact entrant une notion de proactivité et donc ça c'est ce qu'on fait chez Decathlon où dès le départ on demande aux clients, on essaye d'envisager toutes les possibilités sans être trop effrayant, mais on évite effectivement d'avoir un recontact après, mais ça se construit. On apprend de nos erreurs en fait. C'est ça qui est intéressant aussi dans le sujet, c'est que on est vraiment architecte maçon sur le sujet. Et du coup, une fois qu'une situation a été rencontrée, ça rentre après dans des process normaux. C'est ça. Et vous les remettez en question, ces process, régulièrement? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On n'a pas la même taille qu'il y a 4 ans. On n'a pas les mêmes transporteurs. On a nos magasins qui rentrent encore plus dans le jeu. Donc, on a besoin d'avoir cette attitude de lean management régulièrement parce que les process qu'on a créés il y a un mois sont peut-être obsolètes pour aujourd'hui. Et chez ManoMano, avec votre situation d'hypercroissance, ça ne simplifie pas les choses, j'imagine, mais est-ce que du coup vous êtes aussi dans cette démarche de process, de mise à jour des process, d'apprentissage en permanence? Complètement. Chez nous, ça change énormément. Mais pour l'instant, on est en train de documenter nos process et en train de les créer. Donc, jusqu'à maintenant, on n'en avait pas beaucoup. Donc, on rentre dans cette démarche. On est tout au début. Donc jusqu'à maintenant, à chaque situation, vous apportiez la réponse qui vous semblait la plus appropriée, le conseiller en tout cas apportait la réponse la plus appropriée, qui lui semblait la plus appropriée. Oui. Il n'y avait pas vraiment de base de référence, de connaissances.
On a quand même on n'avait pas une vraie base de connaissances documentée. On avait des procédures, un peu des documents Word, des documents, des files, etc. Donc, on avait quand même quelque chose, mais c'était clairement pas assez détaillé et assez précis. Ok. Sur la... Non, tu as certainement quelque chose. Non, pas cette fois. Bon, je le note. Est-ce que vous profitez de la communication sortante vers vos clients pour pousser d'autres informations, pour je sais pas, informer des produits qu'il aurait pu acheter ou qui seraient complémentaires du sien, ou des conseils ou des, est-ce que la communication que vous faites sur ces situations logistiques, c'est aussi une occasion de communiquer d'autres choses à vos clients? Non, pas pour l'instant. Il faut, je pense, quand même faire attention à ce genre de communication. Tout simplement pour ne pas... on est là pour informer le client que son colis va être en retard et on n'est pas là pour lui donner des recommandations sur le produit. Donc, je suis un peu frileuse sur ce point-là. Après, on n'a jamais essayé, donc je n'ai pas de retour d'expérience. Je ne sais pas si vous en avez, Camille. Alors, nous, on est au début. Par contre, on a une forte conviction, c'est de ne pas rompre l'expérience du client à partir du moment où la commande est entre les mains du transporteur. Donc déjà, en termes d'image, les contenus des emails, etc., il faut qu'on reste chez Decathlon. Et on va tester là, début d'année, le push conseil. Alors nous, on ne fera pas de la vente additionnelle parce que ce n'est pas du tout notre stratégie. Par contre, conseiller sur comment s'échauffer avant de partir faire un run, etc. Ça, c'est ce qu'on veut pousser fortement. Comme au même titre que pousser des événements en local. Quand vous avez fait une commande click and collect, parler de l'événement qui se passera dans ton magasin demain, c'est quelque chose qu'on veut faire aussi. Ok, pour rester sur la communication, sur la phase de livraison, il y a toujours un débat sur qui doit communiquer ou qui peut communiquer. On sait que les transporteurs, de plus en plus, essaient de communiquer vers les clients, vers vos clients, même si certains ont tendance à considérer que c'est aussi leurs clients, ou surtout leurs clients. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous laissez les transporteurs faire, peut-être contraints et forcés, peut-être parce que vous n'avez pas le choix? Est-ce qu'il y a une volonté de reprendre la main sur cette communication-là? On est un peu mitigé sur ce point. On a une première problématique, c'est que chez Decathlon, on ne vend pas que des t-shirts ou des paires de chaussures, on vend des tapis de course, des tables de ping-pong. Donc on a besoin de transporteurs volumineux qui nécessitent une prise de rendez-vous, qui nécessitent une interaction forte avec le client. Si on reprenait la main à ce moment-là, on serait plutôt passe-plat et intermédiaire et on perdrait du temps pour le client. Donc on a besoin que le transporteur agisse directement avec le client. Maintenant, à nous de l'éduquer, entre guillemets, pour qu'il communique de la meilleure des façons. Après, je pense à Chronopost aussi, qui peut avoir des systèmes de notification beaucoup plus pertinentes que nous. Donc oui, on a intérêt à utiliser leur système de communication. Par contre, on veut garder la main mise dessus et on veut qu'il y ait notre façon de communiquer, notre façon de parler et maîtriser le sujet en tout cas. Et comment ça se passe justement, les discussions avec les transporteurs sur ces sujets-là? Pas simple. Alors pas simple parce que ils veulent garder la main, être maître de la communication envoyée à nos clients, ce qui est bizarre dit comme ça, mais oui, effectivement, c'est plutôt difficile d'enclencher la co-construction sur ce sujet-là. Ok. Côté Mano, alors vous êtes tributaire de vos vendeurs et de ce que veulent faire les vendeurs, mais du coup vous rajoutez quand même une couche de communication. Chez nous, c'est du coup beaucoup plus complexe à cause de notre statut place de marché. Donc pour l'instant, oui, on laisse le transporteur communiquer avec le client, tout simplement parce qu'on veut que le client soit livré, qu'il y ait de l'information. Et ce besoin est pour l'instant plus fort que le besoin que ce soit nous qui communiquons avec le client. Tout simplement, on manque de data, on n'a pas de l'information. Donc c'est le transporteur qui l'a, c'est lui qui communique. Okay. Mais c'est plutôt subi que souhaité, oui. Donc vous rajoutez une couche complémentaire, mais qui vient en complément de l'information qui est déjà diffusée par le transporteur. Ok. On a parlé un petit peu de self-care. Quelle est la part aujourd'hui de self-care que vous avez, que vous proposez à vos clients? Est-ce que vous mesurez un peu l'utilisation de ce self-care, éventuellement la réduction de taux de contact que ça peut engendrer?
C'est aussi en phase de restructuration, comme beaucoup de choses chez nous. On est en train de refaire la page FAQ et qui va nous permettre de mesurer donc déjà un peu plus la visite, les clics et ensuite la réduction des autres contacts. Oui. Ok. Et chez toi? Nous, c'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment abordé, mais qu'on souhaite accélérer. Aujourd'hui, effectivement, il y a les FAQ, mais qui, selon moi, sont peu pertinentes. Par contre, on a mis en place le question-réponse avec d'autres clients qui fonctionnent plutôt bien. Alors, l'objectif, c'est pas de juste avoir des clients qui communiquent entre eux, c'est d'apporter l'interlocuteur le mieux placé pour répondre. Donc, soit la question part à un magasin, à une marque ou à un client si c'est de la pratique. Ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà. Ok. Fred, qu'est-ce que tu constates à la fois comme transfert de service vers le self-care et efficacité de ce self-care? C'est vrai qu'on s'est fait d'une façon quasiment équivalente au service client humain. On va avoir des taux de transfert qui sont magiques, qui vont faire disparaître quasiment la moitié du volume en fait, sur tous les autres canaux. Parce qu'en fait, le premier réflexe, évidemment, ça va être de se renseigner sur son espace client, parce que c'est là où le client sait, quand il est digital, bien sûr, que l'information se trouve sur sa commande, notamment puisque c'est le sujet principal aujourd'hui. Le fait est que la FAQ ne répond pas à ce besoin, parce que la FAQ, elle est statique, d'une part, et même si elle est un peu dynamisée, elle reste néanmoins uniquement tournée vers de l'information. Or, souvent, le client est surtout en quête de réaction à un problème qu'il a identifié, donc il veut une action derrière. Et le self-care, par rapport à la FAQ plus traditionnelle, apporte ça, c'est-à-dire va, au travers du digital, permettre de faire des actions automatisées qui vont suppléer à un travail que ferait un conseiller dans un centre de contact, peu importe le canal sur lequel il est contacté, ou bien dans un magasin. Donc là, on a l'un des gros bénéfices de la digitalisation, au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'accompagnement de l'humain, c'est aussi qu'on va délester l'humain des choses pour lesquelles il n'a pas forcément de rôle majeur à jouer, parce que pour le coup, là, on est encore dans l'administratif, typiquement sur une information de type où j'en suis sur ma commande. Et quand je constate que j'y suis pas, je demande juste à faire une annulation, par exemple. Si on peut l'automatiser de A à Z, il n'y a plus vraiment de conseils à apporter à ce niveau-là. Le client est déjà autonome dans sa décision et il veut juste l'avoir réalisé le plus vite possible. Donc là-dessus, on constate que les self-care qui répondent à ce besoin, qui sont digitalisés, vont apporter, même si c'est un nouveau canal, vont apporter une réponse à ça. Alors quand je dis même si c'est un nouveau canal, il y a une petite subtilité, c'est que chaque nouveau canal ouvert, c'est une constatation universelle, crée du contact en plus. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, quand on ouvre plus de possibilités pour le client de s'exprimer, il s'exprime plus en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste du transfert, c'est qu'on fait parler des gens qui se taisent. Donc c'est hyper bénéfique en fait quand on y réfléchit. Ça veut dire que ce sont des gens qui seraient restés avec une frustration ou qui auraient râlé dans leur coin et qui auraient peut-être renoncé à la marque, qui là ont un nouveau moyen de trouver une solution. Donc on voit un accroissement global du volume quand on ouvre un self-care et en même temps un déport assez important de volumétrie des canaux humains vers cette solution assez magique et surtout dispo 24/7. Si je te comprends bien, le self-care où c'est juste une fac où il y a des questions, des réponses, c'est sans doute pas suffisant. C'est ce que tu constatais aussi chez Decathlon. Il faut vraiment qu'il y ait de l'action possible pour que ce self-care ait vraiment du sens et puisse servir à quelque chose. Oui, disons que c'est pas égal à zéro, le volume de questions nécessitant une information pure en sortie. Donc c'est pas inutile les FAQ, bien loin de là, c'est pas ce que je dis, mais simplement c'est vrai que ça va pas suffire dans une majorité de cas. Et c'est pour ça que les cas majeurs dont je parle sont à couvrir encore plus dans la mesure où ce sont des cas plus problématiques qui, contrairement à une bête demande d'information à prendre un appel d'1 minute 30, un cas problématique, c'est un appel de 5 minutes, voire 10 appels de 5 minutes successifs, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Et là, si on peut automatiser des choses, eh bien on va à nouveau adresser ce problème-là aussi. Donc oui, il y a un gain manifeste derrière aussi en satisfaction du client. Ça, c'est mécanique derrière. Okay. Il y a un sujet qui avait fait l'objet d'un précédent morning, c'est les retours, qui a un impact fort sur la satisfaction client et la relation client. Je sais que chez Decathlon, il y a pas mal d'expérimentations en ce moment sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sans dévoiler le secret ?
Du coup, le premier objectif, là, aujourd'hui, c'est d'être omnicanal sur le service. Aujourd'hui, il n'y a rien de secret. Vous pouvez aller faire votre retour en magasin, dans n'importe quel magasin, pendant 1 an, gratuitement, chose qui est payante sur Internet à ce jour. Donc, on est en train de travailler sur le retour offert. Par contre, ça fait un petit peu peur à notre logistique en termes de taux de retour, et ça fait peur à nos clients en termes de délai de résolution. Un retour en magasin, c'est immédiat. Alors oui, vous vous êtes déplacé, mais vous avez l'échange ou le remboursement de suite. Donc là, on va lancer effectivement le retour gratuit cette année. Et on va du coup surtout coupler avec la proactivité, puisque notre objectif, c'est de déclencher le retour ou l'échange dès que le client aura déposé son colis en bureau de poste, et ne pas attendre le délai d'acheminement et puis le traitement de la logistique. À suivre. Et tu as déjà des chiffres sur ce qui peut se passer dans les autres pays européens? Je crois que c'est en Allemagne Decathlon Allemagne qui avait lancé des... En Allemagne, c'est 20% de taux de retour. Après, c'est une spécificité pays où les Allemands commandent à peu près toutes les tailles. Donc voilà, on ne peut pas non plus trop se baser. On avait testé, nous, au mois de juillet, et le taux de retour, finalement, n'avait pas explosé. Donc on y va. Donc la logistique est rassurée? La logistique est plus ou moins rassurée. D'accord. Chez Mano Mano, là aussi vous avez une spécificité, c'est pas vous qui décidez des retours, mais est-ce que vous avez un rôle d'incitation, de bonne pratique auprès de vos vendeurs? La partie retour est gérée complètement par le marchand, et on est en train de leur imposer de plus en plus des meilleures conditions de retour. On est dans des produits de bricolage et de jardinage, donc on a un taux de retour qui est assez faible. Donc on n'est pas dans le prêt-à-porter. Mais il y a des produits qui peuvent être volumineux, qui peuvent être difficiles à transporter, donc il y a cette complexité aussi. Pour l'instant, tout est géré par le marchand, mais notre souhait, c'est de reprendre la main sur les retours aussi. Okay. Notamment avec nos entrepôts, avec la contractualisation avec des transporteurs. Donc on est tout au début. Vous allez proposer un service pour les vendeurs pour gérer complètement cette partie-là. Oui, c'est prévu. C'est prévu, mais on est tout au début, donc pour l'instant, c'est juste quelque chose qu'on aimerait faire. Donc vraiment, il faut imaginer comme ça. Ok. On a déjà un petit peu parlé de chat, on a effleuré les sujets intelligence artificielle, etc. On entend beaucoup parler de ces sujets-là. Il y a à peu près tout qui se dit. Là, les dernières tendances, c'est plutôt de dire que c'est une bulle et que ça marche pas, et que après avoir dit que c'était magique et qu'on pouvait tout faire avec. Comme tu es un peu dedans et que tu vois ça un peu en permanence, c'est quoi ton opinion, ton ressenti sur ces différentes technos qui sont certes prometteuses, mais qui promettent peut-être beaucoup aujourd'hui? Oui, je crois que tu as très bien introduit le sujet. On est sur quelque chose qui est encore un peu jeune finalement. Donc, il y a eu beaucoup de promesses qui sont liées à une approche un peu fantasmatique de cette chose, parce que c'est un rêve assez ancien en fait. C'est un rêve qui était là avant que l'informatique commence. Dans la science-fiction, on en parlait déjà et tout le monde se disait un jour ça sera le futur. Là, on pense y être. On pense que ça y est, le futur, c'est le présent, qu'on a enfin des machines qui pensent comme nous. Quand on interroge des spécialistes plus aboutis que moi encore sur le sujet, on voit bien qu'en réalité, on en est très très loin. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça c'est à peu près faire la même chose qu'il y a 20 ans quand j'étais étudiant en intelligence artificielle. C'est-à-dire toujours pas grand-chose, mais ça le fait juste mieux parce qu'on a plus de moyens techniques. Alors, ce que ça fait essentiellement, l'intelligence artificielle, c'est que ça excelle à reconnaître des schémas. Ça identifie des choses. Donc, ça peut voir un chat dans une image. Les réseaux de neurones sont super forts pour ça, pour reconnaître des structures dans une information quelle qu'elle soit, qu'on peut vectoriser. Ça peut être donc de l'image, mais du son, ça peut être du texte. Tout ça, ça va aboutir à une compréhension. Et là, j'ai peur d'utiliser ce mot parce qu'une compréhension, c'est bon pour les humains, mais l'intelligence artificielle met des étiquettes sur les choses. C'est pas une compréhension, c'est une association pertinente entre un objet et un libellé qui donne une sémantique si nous, on le lit. L'intelligence artificielle, elle comprend rien en réalité. Donc voilà, l'intelligence artificielle, elle est bonne à ça. Elle va faire du diagnostic, entre guillemets, c'est-à-dire que face à un verbatim, par exemple, elle va dire « Ah bah là, on a quelqu'un qui parle de livraison. » C'est top. Juste qu'en fait, on a
laissé entendre que ça allait au bout de la relation client, alors que la relation client, c'est une petite partie de diagnostic, mais c'est surtout beaucoup de réactions quand même. Là où absolument rien n'est fait aujourd'hui en intelligence artificielle. Les robots ne savent pas résoudre un problème client de A à Z. Ils peuvent juste dire que le problème client est un tel, avec un taux de réussite entre 80 et 90% en plus. Donc voilà, il y a un taux d'erreur qui n'est pas non plus négligeable. Donc effectivement, ce fantasme-là, il se transforme en une déception aujourd'hui, parce qu'on voit des tas de bots sur le marché qui font rien, ou qui, après la première question, disent « Oui, mais en fait, je suis en bêta, donc soyez gentils avec moi ». Et la réalité, c'est qu'il y a une deuxième phase qui est en train d'arriver, dans laquelle nous, on participe activement, c'est qu'il faut coupler l'intelligence artificielle à la robotisation, qui est la manière automatisée de répondre une fois qu'on a compris de manière automatisée. Et finalement, le couplage des deux, d'ailleurs, on va un petit peu en parler tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose qui permet finalement de satisfaire enfin le client, parce qu'on ne s'est pas contenté de lui dire qu'on avait entendu sa plainte, on lui apporte une solution jusqu'au bout. Un peu une démarche finalement d'intelligence hybride en quelque sorte, c'est-à-dire que l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle sont alliées dans cette logique. Il est impossible encore aujourd'hui de faire tout seul avec un ordinateur. Alors justement, avant d'avoir l'avis des marchands là-dessus, leurs attentes et peut-être leur fantasme sur le sujet ou leur déception, bon, ça va être la petite minute de pub. Nous, on a effectivement lancé avec Sereneo un chatbot qui s'appelle Jarvis, qui est là pour répondre à des situations extrêmement simples, extrêmement claires, sur lesquelles il y a nécessité d'avoir un échange avec le service client, mais sur des situations, encore une fois, qui sont clairement identifiées. Donc on a identifié quelques-unes qui sont les avaries, les problèmes d'adresse, le retour transporteur, le refus client, etc. Ça peut aller jusqu'à des enquêtes de satisfaction, avec un cadre un petit peu plus ludique. Donc là, le mode de fonctionnement qu'on a imaginé, c'est on va détecter un problème. Prenons l'avarie par exemple, on va envoyer un mail au client pour lui dire cher client, désolé, le transporteur nous a dit qu'il y avait un problème sur ta commande. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et clique ici pour nous dire ce que tu veux qu'on fasse. Et quand il va cliquer, il va arriver sur une page qui est une page de son espace client, où il y a une fenêtre du bot qui va monter. Donc c'est la fenêtre que vous voyez en rouge, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Où on va lui dire bonjour, je suis un assistant personnel, un chatbot, on a détecté un problème, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ta commande ? Est-ce que tu veux un avoir, un remboursement, une réexpédition, une modification de commande ? Et ces informations-là vont pouvoir être remontées au service client qui va pouvoir ensuite agir avec ces informations-là. Donc c'est des choses extrêmement basiques. Alors suivant les scénarios, ça peut être un peu plus complexe. Si c'est des problématiques d'adresse, on va lui afficher l'adresse qu'il a rentrée, on va lui demander de confirmer si c'est la bonne adresse ou pas. Si ce n'est pas la bonne adresse, lui proposer d'enregistrer une nouvelle adresse qui est correcte. Donc on peut aller sur des scénarios qui sont un peu plus complexes, mais qui restent des scénarios câblés. Donc il n'y a pas une once d'intelligence artificielle derrière tout ça. C'est tout conçu de façon câblée. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Disons câblé. L'objectif étant d'avoir une action et de pouvoir renvoyer cette information-là au service client pour qu'il puisse ensuite agir. L'avantage étant que c'est disponible 24/7, c'est un peu ludique, et ça décharge le service client de ce type d'interactions qui ne sont pas forcément très épanouissantes, mais qui sont de toute façon nécessaires pour la satisfaction client. Donc voilà, maintenant, si vous avez un avis sur la question, enfin, sur les chatbots de manière générale, peut-être un avis sur Jarvis, sur l'initiative qu'on a lancée, ou sur vos attentes plus généralement sur tous ces trucs magiques qu'on nous promet pour l'avenir et qui vont répondre tout seuls aux clients. Oui, plutôt déçu jusqu'à présent. En tout cas, en tant que cliente, quand j'utilise ce type de solution, je n'ai pas l'effet waouh. Chez Decathlon, on va surtout travailler à rendre le client autonome dans l'annulation de sa commande lui-même, dans la modification, dans l'interaction avec les personnes de chez Decathlon. On est plutôt en mode test. Voilà, l'idée, c'est un peu ce que tu disais, c'est de pouvoir câbler certains process et certains scénarios, tout en pouvant accompagner avec un humain derrière. Voilà, j'ai jamais vu de solution pour l'instant qui permet cela. Donc voilà, peut-être un jour, mais à voir quoi. On est assez intéressé par les chatbots.
Pour l'instant, on ne l'utilise pas. On pense qu'on va pouvoir l'exploiter sur la partie avant-vente. On a beaucoup de contacts avant-vente. Le bricolage et jardinage, ça reste technique. Donc, les gens ont vraiment besoin de renseignements, que ce soit sur une recommandation de produits ou à la comparaison des deux produits ou tout simplement expliquer l'utilisation d'un produit ou parler d'un projet. On utilise le chat pour l'avant-vente depuis plus d'1 an et demi. Donc, on a beaucoup de data qui va nous permettre on a toute l'historique des conversations, qui va nous permettre de faire quelque chose. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, donc sur le avant-vente. Après-vente, pareil, donc complexité, statut, place de marché. Nous, on n'a pas la data, on n'a pas la visibilité, donc sur la partie après-vente, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, si c'est seulement pour demander le numéro de commande ou demander l'adresse mail, ça peut être déjà intéressant. Pour enlever justement la partie pas très valorisant pour le service client. Mais on ne va pas aller plus loin que ça pour l'instant. Ok, c'est déjà un bon début. Est-ce que vous avez des questions sur les différents sujets qu'on a abordés ou sur d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? C'est toujours difficile la première question. Non, vraiment personne? Si. Mathis, si tu peux ramener le micro. Adrien qui est derrière. Alors chez Atlas Formen, on réfléchit beaucoup à la codification client, codification des appels, les motifs de contact. Donc est-ce que vous arrivez à avoir 100% de vos appels qui sont codifiés? Comment est-ce qu'on réussit à avoir suffisamment de finesse sans rendre la tâche trop compliquée? C'est une perte de temps pour changer de clientèle. Voilà, c'est ce à quoi on peut réfléchir en ce moment. Donc, premièrement, je pense que c'est de la data tellement importante qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, ça prend du temps pour le service client, évidemment. Il faut trouver des outils et des procédures qui sont optimisées pour que ça prenne le moins de temps possible. Notamment, un chatbot peut préqualifier un contact et ensuite, le service client, le conseiller peut confirmer ou non la qualification. Mais pour nous, c'est un enjeu très important de savoir d'où viennent nos contacts. Je pense que c'est primordial. On a à peu près le même sujet chez nous. Sur la partie email, on le fait plutôt bien, où dès le départ, on sait identifier automatiquement la cause du contact. Après, sur la qualification téléphonique ou de chat, on anime le service client sur le taux de qualification. Et du coup, effectivement, ça fait partie de leur métier de savoir qualifier. Et s'ils le font, les résultats découleront derrière. Maintenant, sur comment automatiser et simplifier cette partie-là, effectivement, on est en réflexion aussi. L'intelligence artificielle a des réponses là-dessus? Non, mais d'ailleurs, j'ai une autre question. C'est vrai que là, du coup, il y a le taux de qualification. Est-ce qu'il y a une mesure aussi de la pertinence de la qualification? Non, on ne mesure pas. D'accord. Parce que la problématique de qualification, elle passe effectivement par la systématicité, mais aussi par la justesse. Et c'est la plus difficile d'ailleurs, parce qu'on pourrait qualifier systématiquement en quelque chose de divers. On est toujours un peu obligé de le mettre, et si on ne le met pas, on a tendance à mettre au mauvais endroit dans certains cas. Mais le sujet, c'est que ça reste une interprétation humaine, et là-dessus, il y a effectivement l'intelligence artificielle, pour le coup, qui a un rôle à jouer potentiellement, parce que c'est là qu'elle excelle, c'est dans la reconnaissance d'un schéma. Donc dans un discours client, on va reconnaître un schéma correspondant à un problème déjà répertorié. Par contre, il y a aussi une dimension qui est intéressante dans le parcours client digital, c'est qu'il va venir confirmer ou infirmer la réalité de la qualification qui a été faite. Souvent, on l'a fait au début et après on passe à autre chose, parce qu'il faut quand même avancer dans le dossier. La qualification, elle est hyper pertinente à la fin, bizarrement, parce qu'on sait exactement par où on est passé, potentiellement par où on a mal choisi de passer, et là où on a été obligé de rebrousser chemin, de changer de décision. Donc finalement, l'intérêt d'avoir un parcours client digital, c'est qu'on peut inclure dans ce parcours client digital des libellés en fait, correspondant à la qualification du dossier, qui sont cette fois-ci certains, puisque ce sont les experts métiers qui les ont définis, qui les ont associés à une situation client bien répertoriée pour le coup. Et donc là, la qualification, d'une part, elle est à 100% parce qu'on n'a plus le choix, mais d'autre part, elle est toujours juste. Et donc, en termes de statistiques,
logistique. Au-delà du fait qu'on a des données qui sont fraîches, c'est qu'après on prend des super bonnes décisions en se disant que les problèmes, ils sont non pas de livraison, mais de justificatif, par exemple. Et ça change tout hein, en amélioration de process en amont. Et donc l'intelligence artificielle peut travailler sur de l'écrit, évidemment. Est-ce qu'elle est capable aussi de qualifier des conversations orales? Ça, c'est un peu plus difficile encore. En fait, aujourd'hui, il y a de la transcription qui est plutôt efficace. On travaille à un partenariat avec un acteur justement qui fait de la reconnaissance temps réel du discours client vocal. Avec une limitation aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore qu'en tokenisation assez simple. Donc, ce qui n'a pas vraiment été fait à notre connaissance aujourd'hui, c'est une chaîne complète qui passe d'abord par le vocal transcrit, ensuite l'IA par-dessus pour identifier de manière certaine l'objectif du client. Et par-dessus ça encore, la confirmation par le parcours qui a été franchi. Justement, on bosse dessus actuellement parce que c'est un peu le parent pauvre, étrangement. C'est le canal historique, si j'ose dire, la voix. Et pour autant, c'est pas celui qui est le mieux informé. Donc voilà, là-dessus, il y a encore du travail à faire. Ouais. Ok. Une question ici. Tu peux récupérer le micro. Adrien, ça répondrait à ta question? Oui, moi j'aimerais revenir sur l'acteur qui a la responsabilité de cette interaction client, de cette communication client. On a insisté tout à l'heure sur le fait que c'était de la responsabilité de la marque, ou du chargeur ou du e-commerçant, de maîtriser cette communication, de la charter à ses couleurs, etc. C'est lui qui est responsable, bien entendu, du bon aboutissement du traitement de la commande, donc jusqu'à la possession par le client. Est-ce qu'aujourd'hui, donc de plus en plus, les transporteurs proposent de l'interactivité, notamment pour la prise de rendez-vous? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, la communication, l'interaction client pour cette prise de rendez-vous soit gérée également par la marque et non par le transporteur? Ouais, je vois pas forcément l'intérêt de prendre la place du transporteur à ce moment-là, à chaud comme ça. L'idée, c'est peut-être qu'un jour, on ait nos services propres de livraison qui permettent de gérer ça. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir la personne. Enfin, il faut que la personne qui ait l'information soit la plus proche du client à ce moment-là. Donc, pour l'instant, je dirais non, mais à voir et à tester peut-être. Non, on a un client qui est dans cette démarche-là, qui veut maîtriser à 100% de la communication avec ses clients, y compris la prise de rendez-vous, même quand c'est pas lui qui la maîtrise du tout. Donc là, ça passe par des interfaces avec le transporteur, en fait, pour afficher sur le site du e-commerçant les informations ou les formulaires qui viennent directement du transporteur. Donc, mais ça a un niveau de complexité technique qui n'est pas encore à la portée de tous les commerçants, ni de tous les transporteurs d'ailleurs, qui ne sont pas forcément capables d'exposer leur planning de livraison. Ça, par contre, on y travaille, de pouvoir prendre le rendez-vous directement au moment de la commande, mais finalement, le centre de relation client n'interviendra pas. Enfin, ouais, ça sera automatique et fluide dans le parcours de la commande. Effectivement. Mais oui, il y a de l'IT derrière, et Des chez deux Decathlon et chez les transporteurs. Et c'est pas le plus simple. Voilà. D'autres questions? Vous parliez tout à l'heure d'analyse des KPI, de tous les indices que vous pouvez suivre. Aujourd'hui, il y en a un qui est suivi énormément, c'est le taux de retour dans le principe où le client vient recommander. Est-ce que vous, de votre côté, vous analysez les clients qui ne reviennent pas et surtout pour quelle cause? Et notamment, la problème de la logistique. On parle de 30%, de 60% de clients qui sont déçus et qui ne reviennent pas. Est-ce que ça, c'est des indicateurs que vous suivez en permanence qui vous permettent quelque part une deuxième anticipation? Il y a l'anticipation de prévenir le client parce que le colis n'arrivera pas dans les temps ou parce qu'il y a un litige. Mais est-ce que vous allez chercher et vous allez plus loin en menant des actions comme certains de vos confrères qui le font, en disant il y a eu un problème sur la logistique, et bien tiens, monsieur Eric, vous inquiétez pas, la prochaine fois que vous allez recommander, la livraison elle sera gratuite et je vous l'offrirai. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Vas-y.
ça va être assez simple. Pas encore, mais c'est déjà identifié, donc on aimerait bien, oui. Même réponse. Il y a pas de, quand vous détectez un problème, il n'y a pas de cadeau qui est fait aux clients, des expéditions gratuites, il n'y a pas d'identification des... Chez nous, oui, mais pour moi, ça répond pas forcément à la question. Moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin pour ceux chez qui ça n'a pas été et qu'on n'a pas réussi à rattraper. Pour comment faire pour les récupérer en fait. Et pour moi, ça passe pas juste par un frais de port offert ou un code promo finalement. Mais voilà, ça oui, effectivement, on dédommage des frais de port ou de code avantage, etc. Mais c'est juste normal vu ce qui se passe à l'instant T. Moi, par contre, la question de récupérer les insatisfaits, on aimerait bien le travailler, mais on n'y est pas encore. Alors, et pour prolonger cette question-là, est-ce que vous mesurez, alors même si c'est toujours un petit peu compliqué, mais l'impact de la communication proactive que vous faites, est-ce que vous avez des chiffres qui vous permettent de dire que cette communication permet justement d'éviter que ces clients partent? Non, du coup, on n'y est pas. Pour l'instant, on mesure notre taux de proactivité. Donc, est-ce qu'on a pu identifier 100% des commandes à problème? On mesure effectivement le recontact suite à notre proactivité. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? La suite, c'est peut-être travailler la fidélité de nos clients effectivement suite à ça. Ouais, puis il faudrait limite faire de l'A/B testing. Des clients qui ont des problèmes, on ne fait rien. Et une autre classe de clients, on règle leurs problèmes et on voit s'ils restent plus Bien fidèles. trouver le moment avec notre service client, par contre. J'imagine. Du coup, ça impose de laisser tomber des clients, voilà, ce qui ne doit pas être très confortable intellectuellement pour une marque. Depuis qu'on a commencé à mesurer le NPS en août, donc on a la liste de nos clients qui sont des détracteurs. En fait, j'imagine que vous savez comment ça marche, mais du coup, je réexplique un peu le NPS. Donc, c'est sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez Mano Mano à vos proches? Et donc, si le client met entre 0 et 6, c'est considéré comme un détracteur. Donc, on pense qu'il n'était pas du tout content. Donc là, on est en train de mettre en place une procédure de rappeler tous les détracteurs. Et effectivement, ensuite, on aura la data de est-ce qu'on a réussi à les faire revenir sur le site ou pas. Et d'ailleurs, le process serait que tout le monde dans l'entreprise rappelle 2 clients par mois. Mais c'est juste une idée, on est tout au début. Et ensuite, on va mesurer l'impact de cette belle idée. Alors, cet aspect, c'est assez intéressant que tout le monde passe au service client, enfin, que tout le monde fasse du service client. C'est un peu la démarche aussi qui est chez Decathlon, où les magasins, les entrepôts, tout le monde y passera. Vous avez déjà cette culture-là. Je sais que dans pas mal de boîtes, enfin, quand on arrive, on passe forcément au service client pour se rendre compte de la réalité du business et toucher et discuter avec des vrais clients en face. Il y a aussi cette culture-là. Comme je crois que chez Auchan, où tout le monde passe en magasin, ou passait en magasin pour... Il y a aussi cette culture-là chez vous? C'est plutôt dans le cadre d'une vie ma vie, donc une demi-journée avec un conseiller, regarder le chat, écouter les appels, oui, mais oui. Nous, ça fait partie du parcours d'intégration d'un nouveau collaborateur. Dans tous les cas, le service client, il y a un stage d'une semaine à peu près. Après, le service client est partout dans chaque brique métier jusqu'au chef de produit qui est potentiellement très loin de ce qui se passe avec ses clients parce qu'en fait, il répond à 100% des avis négatifs sur ses produits et il va aussi chatter avec les clients sur ses produits et sur sa marque. Donc, on essaye vraiment de mettre de la relation client, même dans les métiers les plus éloignés du client. Ok, très clair. Une question? Bonjour. J'ai une petite question parce qu'on parle des expéditions, des taux de retour, mais là-dedans, il y a quand même un élément qui est important, c'est l'emballage. Donc l'emballage d'expédition, a-t-il un impact sur la relation client ou est-ce que ça devient un axe stratégique pour vous? Je vais m'adresser surtout peut-être à Camille. Voilà, est-ce que ça devient un facteur important justement dans la relation avec vos clients? Vous parlez des taux de retour. Est-ce que si vous donnez un emballage adapté qui gère les allers-retours, c'est une solution que vous apportez à vos clients?
de leur simplifier la démarche. Voilà, je voulais savoir un peu l'importance de l'emballage pour vous dans la relation avec vos clients. Alors oui, c'est important parce qu'on vend des produits qui sont divers. Livrer une table de ping-pong, je vous assure, c'est compliqué. Livrer un vélo aussi, donc pareil, ça fait partie de qualification dans les appels. On mesure le taux de retour également suite à un problème de conditionnement. On n'est pas encore à la Zalando à proposer le carton qui permettra de faire le retour. Par contre, il y a un gros sujet sur améliorer le conditionnement pour éviter justement les avaries, les retours clients et les appels. Géré par le marchand. Pas concerné. D'autres questions? Alors moi j'ai une dernière question. C'est un sondage pour mes données personnelles. Il y a toujours un cauchemar chez les services clients, c'est le nombre d'interfaces que les conseillers doivent utiliser. Vous en êtes à combien chez vous? Que je vois comment ça se situe. Principalement 2. Et on est en train d'essayer de créer une interface qui va gérer les deux. Mais c'est des 2 principales interfaces. Après, il y a d'autres. On a une base de données commande client et une base de données contact. Donc, c'est trop. Alors nous, on n'est pas à 2. L'équipe proactivité est à deux outils, Welcome Track et puis notre outil de CRM. Le centre de relations clients en a plus de 10 aujourd'hui parce qu'on gère aussi toute la partie fidélité, la carte cadeau, le SAV, etc. Par contre, là, on est en train de travailler un gros remaniement sur notre IT pour avoir un outil qui centralise tous ces contacts, toutes les demandes. Donc, vivement fin d'année 2018, normalement on sera un peu mieux lotis. Ok, bon, dans les stats, c'est monté jusqu'à 17 ouais. Interfaces, les conseillers craquaient un peu, mais ouais. Donc à 10 ça va, c'est encore supportable. Et à 2, bravo. Ouais. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on se retrouve pour échanger juste à côté. Il doit rester encore un peu de café, un peu de thé, peut-être quelques viennoiseries. Donc n'hésitez pas à discuter avec les intervenants ou à discuter entre vous s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder. Je vous remercie pour votre présence. Donc la vidéo sera disponible d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Vous pourrez revoir le replay si ça vous intéresse et le diffuser autour de vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt.